Bonjour à tous, il est 11h30, ce webinaire commence. Alors, je suis ravi d'accueillir pas mal de personnes aujourd'hui autour de la table. Donc, j'ai Lisa Nakam, qui est la directrice générale de Jonac. Bonjour, merci de me recevoir. Jérémy Buffalon, qui est le directeur commercial France d'IP. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Et Fabien Kintzig, qui est le directeur commercial grand compte chez Alma. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Joël. Voilà, et donc moi je suis Joël, je suis VP Marketing d'Alma et je suis là pour animer cette table ronde. Alors je vais vous laisser vous présenter rapidement. Lisa. Donc, moi, je m'appelle Lisa Nakam, je suis la directrice générale de la marque de chaussures pour femmes Jonac. On a une centaine de points de vente aujourd'hui en France. On est extrêmement digitalisé, on fait à peu près entre 35 et 40% de notre chiffre sur le web. Voilà, on a une vision plutôt omnicanal des choses, c'est ce qui nous a permis de passer plutôt pas mal les crises et d'être aujourd'hui, de pouvoir dire qu'on était une marque retail, qu'aujourd'hui on est vraiment devenu une marque tout court. Voilà. Jérémy, je vais te laisser te présenter. Tout à fait, donc moi Jérémy Buffalon, je suis directeur commercial France d'ALP. Ça fait 10 ans que je travaille pour cette belle société qui a beaucoup évolué aussi dans le positionnement à l'origine. Il y a 10 ans quand on a lancé la plateforme digitale, on a évolué et pivoté en fait, avec les besoins des enseignes pour devenir un acteur de paiement omnicanal. Donc en fait, on apporte des solutions à toutes les enseignes qui ont la volonté de proposer une expérience d'achat et donc de paiement qui est sans couture d'un canal à un autre. Et enfin, Fabien. Et donc, merci Joël. Fabien Kintzig, moi je suis directeur commercial chez Alma. Je m'occupe du segment des grands comptes sur la partie avant-vente et après-vente. Et Alma, en quelques mots, on est un acteur de BNPL, donc de paiement fractionné. On accompagne aujourd'hui plus de 17 000 clients sur des solutions de paiement fractionné. Ça a un effet qui est assez considérable sur le montant des paniers moyens notamment. On en parlera avec les Jonac qui sont présents aujourd'hui. Je suis ravi d'être là. Merci. Donc l'agenda, il est assez simple aujourd'hui. On va parler de l'expérience des solutions de paiement chez Jonac. On va parler aussi des freins et des avantages des solutions de paiement alternatives pour un site e-commerce, parce qu'on voit que l'offre devient de plus en plus large. Et puis, on aura l'opportunité de faire un petit question-réponse à la fin. Alors, pour parler de l'expérience des solutions de paiement de Jonac, Lisa, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu l'histoire des paiements sur Jonac et comment vous avez mis en place les différentes solutions et pourquoi vous êtes passé par telle et telle étape. Alors, pour commencer, donc historiquement, on était une marque plutôt retail, donc on avait un besoin surtout sur les magasins, donc on était sur une organisation assez classique, qui était gérée par la banque et Ogone à l'époque, Worldline. Les choses ont évolué, on a créé donc le site internet à ce moment-là, donc il a fallu prendre aussi une solution monétique sur la partie digitale. Même chose, c'était les banques qui le géraient, donc on avait étendu nos contrats pour que ce soit géré par les banques. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que d'abord les banques, c'était pas du tout une activité pérenne pour elles, puisque la plupart des banques voulaient cesser la partie acquisition. Et puis ensuite, de notre côté, c'était une boîte noire complète sur laquelle on n'avait absolument aucune vision. Et dans le cadre d'une optimisation de tous les leviers possibles, il était temps à un moment donné de se dire on va faire quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à regarder quelles étaient les solutions sur le marché. Donc pour une marque comme la nôtre, il n'était pas question de prendre une solution qui n'était pas omnicanal. C'est la raison pour laquelle on a signé ALP, enfin une des raisons pour lesquelles en tout cas on a signé ALP, parce que simplement, donc, étant donné qu'on avait des magasins et un site, on voulait une solution qui nous propose à la fois la prestation sur la totalité du réseau. Et donc on a commencé à optimiser la monétique à partir de ce moment-là. Donc on avait à l'époque des solutions classiques type carte bleue, on avait de l'Amex déjà parce qu'on a une clientèle qui est plutôt CSP+, et qu'on avait besoin de proposer aussi cette typologie de carte bleue. On avait PayPal, mais au début c'était tout. C'est avec AIP qu'on a commencé à optimiser ça. Parce que simplement, en regardant, en analysant les chiffres, en analysant les taux d'autorisation, etc., on se rendait compte qu'il y avait des choses, on perdait aussi de la clientèle dans le tunnel à cause du paiement.
Donc, après PayPal, je pense que c'était bien Alma qu'on a intégré. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, c'était plutôt, ça s'est fait plutôt en parallèle d'une stratégie de rajeunissement de la marque. Ça a été en fait un des points qui, pour Jonac, était très important. C'est-à-dire que au même titre que la marque grossissait, on avait envie d'aller chercher des clients plus jeunes. Et le fait d'aller chercher des clients plus jeunes, forcément, c'est des personnes qui ont un petit peu moins de pouvoir d'achat. Et donc, l'option du BNPL, clairement, était vraiment avantageuse. Et c'est ça qui nous a convaincus. Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats montrent et confirment justement cette donnée, puisqu'aujourd'hui, l'âge moyen des clientes d'Alma est beaucoup plus jeune que l'âge moyen des clients de Jonac qui achètent sur le site, globalement. Donc, c'est assez intéressant de voir que tu as quand même ce pouvoir de rajeunissement via simplement un levier qui est un levier monétique. Et aujourd'hui, le choix d'une solution de BNPL, l'omnicanalité était aussi un critère important? Ah bah oui, même chose. En fait, à partir du moment… Donc moi, je suis pro omnicanal sur tout ce qu'on fait et pro expérience client globale. Donc, faire quelque chose dans tes magasins que tu ne proposes pas sur le digital ou vice-versa, c'est plus une option aujourd'hui. Clairement, moi, les gens qui me connaissent mon avis sur la chose, mais les cartes cadeaux pas utilisables, online, quand tu l'achètes en magasin, ou typiquement, j'ai du paiement 3 fois sans frais, mais pas en magasin, ou bien j'accepte les retours sur Internet parce que je suis obligée, mais quand je vais en magasin, on me dit que je ne suis pas remboursée. Clairement, c'est plus possible en 2024. Et donc, il était important d'avoir aussi une solution de BNPL qui nous propose à la fois du digital et du physique. Donc là, alors après, il y a évidemment les autres solutions qu'on a ajoutées, type Apple Pay. Donc là, c'est aussi quand même assez intéressant parce que si on reprend l'historique, il y a peut-être 10 ans de ça, on avait quasiment, on avait 100% des ventes qui étaient faites entre de l'ACB et puis du PayPal. Et aujourd'hui, on a Alma qui a été grappillé quasiment 10% du volume. Apple Pay qui a été grappillé plus de 12% du volume aussi. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant. Tu te rends compte qu'en fait, c'est pas juste des solutions très, très légères. Et puis en plus, c'est des solutions qui sont en plus forte croissance ces dernières années. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et donc, évidemment, en termes d'expérience client, et c'est là que c'est le plus gros apport, en tout cas en tant que marque, ça permet une diversité à la fois dans le choix dans le tunnel, mais ça permet aussi le rattrapage de clients parce qu'il y a les deux éléments. Il y a les gens qui vont arriver sur ton site, qui vont vouloir payer, qui vont être contents parce qu'on va leur proposer plusieurs choix, alors que potentiellement, ils n'auraient peut-être pas pu payer si on ne leur avait pas proposé tous ces choix. Et puis, tu as aussi des gens qui pensent pouvoir payer avec un mode de paiement qui ne va pas passer. Et donc, le fait aussi de pouvoir les rerouter ensuite vers un deuxième mode de paiement, c'est là que tu vas pouvoir les rattraper. Et donc, forcément, tu vas aussi augmenter ton chiffre d'affaires parce que concrètement, c'est des gens que tu aurais perdus si tu ne leur proposais pas ces systèmes-là. Okay. Super clair. Aujourd'hui, pour suivre la performance de ces moyens de paiement, parce que tu parlais de l'optimisation, tu parlais des déperditions dans le funnel. Comment ça se passe, votre suivi des métriques et à quel outil? Est-ce que c'est au travers des solutions de paiement que vous utilisez? Oui. Alors, donc là, effectivement, donc il y a, on a besoin donc des back-office, des solutions de paiement sur lesquelles on va pouvoir contrôler les taux d'autorisation, déjà, qui est quand même le point central sur lequel tout le monde travaille, les taux d'échec et les raisons des taux d'échec, parce qu'en fait, c'est en analysant les raisons des taux d'échec que tu vas pouvoir aussi aller rechercher dans ce taux d'échec des gens que tu pourrais rattraper. On suit évidemment donc, les pourcentages de croissance dont on parlait de chaque levier pour voir en fait dans quel sens ça va, et puis la typologie de clientèle qui utilise chacun de ces moyens de paiement aussi. Parce que c'est intéressant aussi je dis n'importe quoi, mais en fait, les KPI que tu vas avoir, tu vas les lier à tes outils marketing. Si par exemple, on est conscient que la typologie cliente plutôt jeune, elle va être assez affinitaire avec des solutions de BNPL, et clairement, même quand tu envoies une newsletter à cette typologie de cliente, tu peux mettre en avant le fait que sur ton site, tu peux payer en 3 fois sans frais, chose que tu ne vas pas forcément faire sur une typologie de cliente qui n'en a pas besoin. Donc, en fait, c'est là aussi où l'analyse des KPI, elle doit aller un petit peu plus loin et elle doit être utilisée évidemment par le pôle qui gère la monétique chez nous, à savoir la finance, mais aussi par les autres départements, comme le marketing, parce qu'en fait, ça tire les ficelles de beaucoup d'autres choses. Et c'est assez intéressant, en tout cas, de l'analyser et d'en sortir des éléments concrets.
Voilà. Donc après, il y a des outils qui ont un peu moins de KPI que d'autres. PayPal, c'est un peu plus compliqué, en tout cas, d'avoir une analyse claire. Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal d'éléments intéressants par rapport à ça. Dans les KPI, il y a aussi un KPI que nous, on utilise, qui n'est pas forcément hyper évident à ressortir, mais qui est intéressant, c'est le sujet de la fraude. Voilà, parce que évidemment, avec avec Alma, en tout cas, la fraude est gérée par vos outils. Avec AIP aussi, on a des modules anti-fraude sur lesquels on crée des règles, etc., et qui vont nous permettre d'être sécurisés. Mais c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'il y a des moyens de paiement sur lesquels, en fait, une fois que tu as mis en place les règles, tu as quand même beaucoup moins de tentatives de fraude, en fait. Donc là aussi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça te permet de voir que en mettant aussi des outils sécuritaires, tu ne fais pas que faire barrage, tu fais aussi que les gens savent que via ces outils, il n'y a plus d'options, en tout cas de rentrer sur ton site et de se faire… voilà. Et donc, voilà, donc je trouve que c'est aussi un des KPI qu'il est intéressant de regarder. Moi, Lisa, j'aimerais rebondir sur un élément que tu disais tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui, effectivement, toutes les enseignes se penchent sur ce sujet de la conversion. Nous, évidemment, qui parlons avec des marchands et des enseignes tous les jours, on se rend compte qu'effectivement, et moi j'ai la chance effectivement d'avoir vécu les 10 dernières années dans cette industrie du paiement, c'est évident qu'il y a une maturité chez les enseignes aujourd'hui qui est beaucoup plus grande qu'il y a 10 ans. Pour autant, on rencontre encore des enseignes qui n'ont pas encore franchi le pas d'aller vers des fintechs, de vraiment travailler ce sujet du paiement / conversion et d'investir finalement dans leur moyen de paiement. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quel a été le déclencheur? Tu t'es dit, là, voilà, on ne peut plus ne pas investir dans nos solutions de paiement, quelles qu'elles soient, parce que aujourd'hui, justement, est-ce que c'était le fait que tu as réalisé que tes taux de conversion étaient trop faibles? Est-ce que c'était juste l'expérience d'achat qui devait être améliorée pour tes clientèles? C'est quoi vraiment le déclencheur? Je pense que il y a eu plusieurs, c'est la somme de ces conclusions. Il y avait clairement un sujet au niveau des taux d'autorisation qui n'était en fait pas analysable. On n'avait pas du tout d'infos. C'était terriblement frustrant parce que voilà, on était complètement à l'aveugle. Et d'ailleurs, on se demande, aujourd'hui, on a tellement d'informations qu'on se demande comment on a pu être aussi à l'aveugle pendant longtemps. Bon, après, un élément concret, c'est que moi, quand j'ai signé à l'époque avec AIP, je pense que j'avais un taux d'autorisation qui n'était même pas de 90% et qu'aujourd'hui, on est à près de 95%. Donc, en fait, il y a vraiment un gap qui se réalise. Mais parce qu'on a mis plein de choses en place. Et donc, même intellectuellement, c'est assez intéressant de voir, de faire cette analyse et de se dire, bon, voilà, alors, il y a plein de choses. Moi, je ne suis pas forcément hyper technicienne, mais en tout cas, de faire cette analyse et de se dire, bon, voilà, par exemple, là, historiquement, tu as des cartes bleues qui périment dans un mois, normalement, tu prends un mois de RAB pour qu'elles soient utilisables. Là, tu vas peut-être réduire ce délai-là et puis tu vas te rendre compte que juste cette petite chose, ça va te faire grappiller X% de vente. Même chose, les paiements refusés pour fonds insuffisants, tu renvoies vers Alma. Tu te dis peut-être que la personne n'a pas 150 € à dépenser, mais qu'elle aura 50 € à payer chaque mois. Et donc, tu renvoies vers Alma et puis les paiements passent. Donc, en fait, toutes ces petites choses-là, cumulées les unes aux autres, ça va faire une énorme augmentation à la fin. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, le paiement devient un levier de croissance. Et je pense que c'est ça où, au début, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps en tant que marque parce qu'on avait un peu l'impression que le paiement était une fonction support, alors qu'en fait, c'est une fonction héroïste. Et c'est là où, effectivement, je pense qu'en tant que marque, il nous faut un petit peu de temps pour l'intégrer. Mais quand on commence à se dire, mais en fait, il y a ça, il y a tous ces sujets d'expérience client qui sont essentiels aujourd'hui. C'est bien assez difficile de faire rentrer quelqu'un dans un magasin ou de le faire rentrer sur ton site internet. Ça coûte assez cher en tout cas pour ne pas le perdre alors qu'il est dans ton tunnel et que concrètement ou devant la dame qui va l'encaisser et qu'il a juste envie d'acheter. Donc voilà, donc pour moi ça a été l'accumulation de ces choses-là, mais il y a eu un point où on s'est dit bon allez hop, ça suffit, il y a un sujet, il faut y aller, et puis on a été ravis de voir qu'effectivement que ce soit pour le BNPL ou que ce soit pour la monétique en général avec AIP, on a eu un vrai impact sur les ventes. Est-ce que tu as le sentiment que dans l'analyse du funnel, vraiment le paiement est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps dans l'impact sur les taux de conversion, parce qu'on a un petit peu poncé, on va dire, toutes les autres étapes avant et que finalement le potentiel d'optimisation qu'on peut faire était énorme?
Ou c'est plutôt à la marge, c'est vraiment une étape additionnelle? Non, je pense que dans l'entonnoir de conversion, sur GA4, c'est un peu plus compliqué qu'avant, mais en tout cas, on arrive à suivre les déperditions en fonction des étapes. Et donc, je pense qu'il y a des marques qui vont le faire peut-être tout en même temps. Il y en a d'autres qui vont s'en préoccuper sujet par sujet. Mais effectivement, je pense que comme tous les sujets du début de tunnel sont plutôt marketing, et qu'en fait, là, c'est un sujet qui est lié en entreprise, en tout cas, qui est lié au digital, mais qui, au final, revient souvent à la finance. Et donc, ça va faire que, en fait, il faut que plusieurs équipes travaillent ensemble, il faut que le sujet remonte. Voilà. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que ça a été un petit peu délaissé. En fait, ce n'était pas le marketing tout seul qui était à même de faire un appel d'offres monétique pour se dire on va changer la monétique dans tous les magasins et sur le site internet. Et donc, c'est là où il y a besoin d'une cohésion dans les entreprises. Et moi, à mon niveau, c'est une des raisons pour lesquelles l'appel d'offres il est remonté à la direction. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'était tellement compliqué à gérer. Compliqué, on s'entend, mais en tout cas, c'était tellement structurant et surtout grosse équipe. Ouais. Voilà. Au final, c'est plus simple que des projets comme ça reviennent un petit peu plus haut. Ouais, et là-dessus, je pense que c'est un retour d'expérience qui est super intéressant. Merci beaucoup. C'est en fait de faire des systèmes de paiement, des solutions de business qui vont amener de la valeur pour la cliente, le client final, mais également pour la marque. Je pense qu'on est tous, finalement, on est profondément convaincus de ça et on est ravis de l'entendre dire. Et je pense qu'Aïda a la même vision aussi. Je fais lien avec une question que j'ai vue dans le chat et un sujet donc, de valeur incrémentale, de valeur ajoutée. Et donc, si on fait un petit focus de quelques instants sur la partie BNPL, quels sont les indicateurs de performance que vous pilotez chez Jonac sur, on va dire, cette partie-là du paiement et quelle est la valeur incrémentale que vous avez pu observer avant, après, on va dire, avoir déployé Alma? Alors, donc le premier sujet pour toute marque, quand tu intègres Alma, il faut quand même être conscient que forcément, c'est un moyen de paiement qui coûte plus cher qu'une carte bleue. Donc, l'objectif, c'est pas de faire de la cannibalisation par rapport à une cliente qui aurait de toute façon acheté avec une carte bleue qui coûte moins cher, c'est d'aller chercher des nouvelles clients. Donc, clairement, pour mettre en place ça, l'indicateur, en l'occurrence, ça va être premièrement le panier moyen, puisque tu vas vouloir augmenter ton panier moyen en utilisant une solution comme celle-ci. Chez Jonac, typiquement, on avait un panier moyen de 150 € sur du normal et sur du Alma, je suis à peu près à 216 €. Donc, la différence est quand même énorme. Donc, ça, c'est clairement un point non négligeable. Ensuite, il y a l'analyse de la typologie de clientèle qui est utilisée. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'idée, c'est d'aller chercher des nouvelles clientes en proposant cet outil-là. Et donc, quand on dit nouvelles clientes, là, c'est aussi une définition, c'est un travail à faire en termes de marketing pour se dire, quelle est la typologie de clientèle que je veux utiliser. Là, il y a quand même aussi un point qui n'est pas négligeable parce que nous, au début, quand on a regardé les solutions, on était très frileux, mais à cause des solutions historiques qui existaient. Et là, c'est aussi, c'est quand même, il n'en reste pas moins que quand tu as Cofidis d'un côté, et que tu as Alma de l'autre, le problème, c'est que ton mental de Cofidis fait que tu le vois comme une solution un peu obsolète, un peu vieillotte, et donc tu ne vas pas aller targeter des gens avec Cofidis, des jeunes en tout cas avec Cofidis, même si peut-être que la solution est super. Et donc voilà, donc il y avait aussi un sujet par rapport à ça, et aujourd'hui on le monitore justement sur l'analyse de la typologie de clientèle qui utilise Alma, VS la typologie de clientèle classique qui utilise, qui paye sur le site, quoi. Donc ça fait partie aussi des points importants. Après, forcément, on est bien conscient qu'il y a une typologie de clientèle qui va arriver sur le site, qui aurait peut-être payé normalement et qui va payer avec Alma, mais tu estimes que cette partie de clientèle, elle bénéficie de l'expérience client. Et peut-être que cette fois-là, elle aurait pu payer en carte bleue, mais le fait de savoir qu'elle a vu sur le site qu'il y avait du Alma, dans un mois, elle va revenir ou dans 2 mois, elle va revenir. Cette fois-ci, elle va dire, tiens, je sais que de toute façon, ils acceptent le paiement en plusieurs fois, donc je vais recommander. Alors que sinon, je serais revenue que dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans parce que simplement, je n'aurais pas forcément eu les moyens pour. Donc voilà, donc il faut le voir vraiment comme un projet global. On suit les KPI qu'on peut suivre. Pour les autres, on a quand même assez d'éléments, même si ça reste des éléments moins chiffrés, on va dire. Mais en tout cas, pour se dire que c'est positif, clairement. Et nous, de toute façon, on était dans le cadre d'une croissance globale de la marque. L'analyse que tu peux faire aussi, c'est de voir, par exemple, donc moi, à savoir dans les 10% d'Alma, combien sont des nouvelles clientes.
est-ce qu'il y a plus de nouvelles clientes que dans le pourcentage global? Voilà, la première année, en tout cas, c'était ce qu'on avait observé. Donc là aussi, c'est quand même hyper intéressant. Voilà, donc tu as quand même assez de données pour être rassuré une fois que tu l'as mis en place et faire tes calculs et te dire est-ce que c'est rentable, oui, non. Mais ça me paraît difficilement. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour que ce soit pas rentable, en tout cas. C'est clair. Et aujourd'hui, il y a des différences de comportement par rapport au BNPL en magasin versus web, ou ça a fait les mêmes effets? Alors, non, par contre, pour nous, il y a une vraie différence quand même. Le BNPL en magasin, c'est quand même beaucoup moins développé, hein, chez Jonac en tout cas. Pourquoi? Donc, on est une marque qui n'a pas beaucoup de variations de prix. Donc, si vous voulez, quand vous rentrez chez Jonac, vous savez plus ou moins à quel prix vous attendre. Donc, je pense que la personne qui essaye une paire de chaussures chez nous, quand elle va à la caisse, c'est quand même rare qu'elle soit rentrée dans le magasin en se disant « j'ai pas les sous pour acheter la paire ». Donc, voilà. Alors que sur le site, tu peux arriver depuis Google Analytics, tu peux arriver, depuis AdWords, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il y a quand même une différence entre passer la porte d'un magasin en connaissant l'enseigne, en ayant vu les prix en vitrine, etc. et sur un site internet où, en fait, tu as un bandeau qui va te dire le paiement 3 fois sans frais est accepté, etc. Donc, il y a quand même, chez nous en tout cas, moins d'utilisation du BNPL en magasin. Et au niveau du balisage du parcours utilisateur, que ce soit en magasin ou en web, vous avez fait quoi? Alors, au niveau du balisage, donc on a mis des. Alors, donc là, même chose. Il y a toujours un sujet marketing DA, donc il faut que tout aille bien au bon endroit. Mais en tout cas, on a mis du bandeau, on a mis en avant-vente, si vous voulez, des rubriques de réassurance qui disent que le paiement 3 fois sans frais est accepté. On a mis des bandeaux aussi qui disent que le paiement 3 fois sans frais est accepté. Et après, dans le tunnel, pour le coup, c'est vraiment très visible, encore plus visible, ou vraiment plus que X euros pour bénéficier du. Voilà. Donc, on l'a mis quasiment partout où on pouvait le mettre. Voilà. En magasin, forcément, c'est un petit peu moins visible parce qu'en fait, c'est en caisse. Donc, de là que tu arrives à la caisse, en général, tu as plus ou moins fait ton choix et donc l'élément BNPL n'est pas forcément intervenu. Donc, les magasins sont formés pour pouvoir l'utiliser comme un argumentaire de vente aussi. Donc, elles peuvent le dire à la cliente pendant l'essayage, etc. Et ça suit son cours. De toute façon, on répète, c'est vraiment, pour le coup, en magasin, il n'y a aucun intérêt de ne pas le mettre. Dans tous les cas, c'est un rattrapage pour la cliente qui n'aurait pas les moyens, pour laquelle la carte bleue ne serait pas passée, qui a envie mais qui est très hésitante parce que c'est un peu plus que le budget qu'elle avait. Voilà. Donc, dans tous les cas, on a tout intérêt à le mettre, quitte à le dégainer au besoin. Vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir des grosses affiches qui disent BNPL accepté, mais simplement des vendeuses bien formées qui sont capables de dire on peut l'utiliser quand il y a besoin, quand vous parlez avec la cliente, vous voyez qu'elle est un petit peu frileuse ou qu'elle se dit oh là là, c'est un peu plus cher que ce que voilà. À ce moment-là, vous pouvez lui proposer, etc. Ok, très clair. Moi, j'avais une autre question au niveau de quand tu parles des moyens de paiement avec toutes les solutions que vous avez en place sur les différents canaux, ça veut dire que ça fait complètement une partie intégrante de l'expérience client. Ça fait partie de cette stratégie? Complètement. Donc, moi, j'estime que le tunnel, d'une manière générale, fait partie de l'expérience client. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai un tunnel qui est personnalisé et je n'ai pas un tunnel Shopify, comme beaucoup, parce que j'estime qu'en fait, le tunnel, c'est ta marque. En fait, on est dans le concret, dans le plus proche, en fait, de ta marque. C'est comme si en magasin, au moment d'aller à la caisse, tu avais des robots à la place des vendeuses qui étaient toutes les mêmes. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes et donc il faut garder la main sur ce tunnel et au contraire, il faut le travailler d'une façon encore plus personnalisée par rapport à tes typologies de clientèle, etc. Et donc, d'être capable de dégainer à ce moment-là les bons moyens de paiement, c'est essentiel. Donc, il faut travailler l'ergo, parce que par contre, une fois que tu dis que tu augmentes le nombre de moyens de paiement, forcément, il va y avoir un sujet d'arbitrage. Est-ce que tu as envie de pousser plus ça ou plus ça? Donc, évidemment, sur mobile, on va quand même… si j'ai aujourd'hui beaucoup d'Apple Pay, c'est aussi parce que sur mobile, c'est la première option. Voilà. Mais on est quand même conscient qu'aujourd'hui, l'UX8 peut permettre de pousser le client vers plus ou moins de choix. Chez nous, ne serait-ce que sur la livraison, c'est assez choquant quand on regarde, quand on privilégie
La Poste ou Mondial Relais, on a les 2 taux qui peuvent être complètement inversés en fonction des périodes. Donc, c'est un petit peu la même chose sur les paiements. C'est un peu à nous aussi, en tant que marchand, de décider ce qu'on a envie de pousser. Voilà, et donc, j'estime que pour une cliente aujourd'hui, arriver sur un site et ne voir qu'un paiement en carte bleue ou en PayPal, c'est déceptif parce que c'est devenu la norme déjà d'avoir du BNPL. Donc, clairement, de ne pas l'avoir, je pense que tu perds vraiment. Ah bon, vous n'en avez pas? Bon, zut. C'est tellement devenu normal que je pense qu'il y a des clientes qui se disent en chopant, de toute façon, je paierai en 3 fois sans frais. Donc, quand elles ne l'ont pas, elles se disent, zut, c'est embêtant, je ne vais pas acheter tout de suite, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même un très gros sujet expérientiel, que c'est à nous de le définir, que c'est aussi un sujet qui est amené à évoluer, parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte ces dernières années qu'il y a des nouveaux moyens de paiement qui arrivent en France et à l'international. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que donc, moi, je sais que par exemple, j'ai ouvert la Belgique. Bon. Quand tu ouvres la Belgique, si tu ouvres la Belgique avec tes moyens de paiement français, concrètement, tu vas te ramasser. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un système de paiement avec les cartes qui s'appellent Banque Contact, par exemple, qui, chez nous, représente accessoirement 42% des volumes. Donc, si IP ne nous dit pas à ce moment-là, pour la Belgique, ce serait peut-être pas mal de rajouter Banque Contact, clairement, on n'y va pas de la bonne manière. Et c'est un peu la même chose sur tous les pays. Et même chose sur le BNPL. Il y a des pays, en l'occurrence, les pays nordiques, etc., qui ont beaucoup plus de réflexes BNPL que d'autres. Et donc, quand tu veux te développer à l'inter, en tout cas en Europe, il faut aussi tenir compte de ça pour être capable de proposer à la fois des moyens de paiement basiques français, OK, pour ta clientèle française, mais aussi des moyens de paiement locaux que les gens utilisent en local. Et donc, tout ça, ça demande d'avoir la vue sur ce levier monétique qu'on n'avait pas avant. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et donc on a besoin en fait de monitorer cet outil-là comme un levier. On avait, tu as parlé de plusieurs solutions de paiement différentes. Tu as évoqué ce que le BNPL a pu t'apporter. Tu as mis en avant aussi le fait que parfois pour les analytics, les outils qui étaient moins performants comme PayPal. Est-ce que sur tes autres solutions, Apple Pay, c'est hyper intéressant pour le mobile? Est-ce que tu as des feedbacks à nous partager sur les différentes solutions de paiement, ce qui est bien, ce qui est moins bien? Parce qu'elles sont toutes très différentes techniquement. Oui. C'est des usages très différents aussi. Complètement. Alors, j'ai des éléments un petit peu. Apple Pay aussi, c'est pas ce qu'il y a de plus limpide en termes d'analyse, mais bon, OK. Dans les éléments, alors, PayPal, il n'y a pas beaucoup d'éléments conversion, mais par contre, bon, il y a clairement un sujet qui revient pour tous les marchands. C'est qu'en fait, c'est tellement pro-acheteur que parfois, pour les marchands, c'est difficile à gérer. C'est-à-dire que vraiment, quand il y a des contestations, c'est forcément l'acheteur qui a raison. Donc ça, c'est quand même un sujet qui fait qu'aujourd'hui, en tant que marchand, parfois, tu en as un petit peu marre de te dire, parfois, tu as vraiment, tu sais très bien que la pièce n'est pas revenue. Voilà, il peut y avoir des sujets, mais tu sais que de toute façon, tu ne vas pas être remboursé parce que c'est PayPal. Donc ça crée quand même un petit sujet par rapport à PayPal qui parfois, en tant que marchand, on a un peu envie de dire, bon, à un moment donné, protéger les marques aussi avec qui vous travaillez, ce serait bien, ou en tout cas, mettez un peu plus d'énergie sur l'analyse par rapport à ça. Donc, ça, PayPal, c'est un peu le seul point noir que je vois. Après, à côté de ça, ils sont très bien et il n'y a pas de sujet. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu un sujet de frustration côté marchand, qui revient pour beaucoup de marchands d'ailleurs. Voilà. Côté Apple Pay, franchement, on n'a vraiment pas beaucoup d'infos. On n'a pas beaucoup d'infos. On observe. Ça convertit bien. Que ça convertit bien. On observe. Franchement, on n'a pas beaucoup de bugs pour le coup. Au support, il n'y a pas du tout de retour dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est quand même pas non plus la solution la plus transparente qui soit. Et après, donc, côté carte bleue, donc là, c'est génial. On a franchement toutes les infos possibles et imaginables pour pouvoir faire tous tes arbitrages. Même chose sur tout ce qui est tout ce qui est 3DS et compagnie. On a pu gérer pour avoir un maximum de frictionless,
créer en fait les règles qui nous permettent de déclencher ou pas déclencher à ce moment-là. Enfin, là, il y a eu quand même des gros chantiers qui ont mis au moins 6 mois à être effectués. Mais là, ce qui est génial, c'est comme tu as toutes les données, tu peux tout monitorer et puis c'est à toi de faire du fine-tuning pour vraiment placer ton curseur où tu as envie et faire en sorte qu'à la fois tu aies le moins de taux de chargeback possible et à la fois un taux d'autorisation le plus haut possible et un taux de frictionless aussi le plus haut possible. Donc, les cartes bleues, c'est vraiment le plus pratique, on va dire, pour travailler. Et après, donc, côté Alma, on a l'analyse qui est faite, qu'on peut regarder directement via les outils. Et puis après, il y a toujours pareil. En fait, vous avez des sociétés qui nous apportaient aussi du conseil et du service en plus de nous laisser dedans. Et donc, c'est là aussi où on a une analyse qui nous permet de déjà nous benchmarker par rapport au marché. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, sur la plateforme, je vois le cas Jonac, mais quand on fait des analyses ensemble, on est aussi capable de dire, bon, voilà, là, vous êtes au-dessus, là, vous êtes en dessous. Voilà ce qu'on observe sur le marché en termes de ci, ça. Et donc là, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de savoir sur quoi il faut concentrer nos efforts, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même ce sujet accompagnement qu'on a sur des solutions de BNPL ou qu'on a sur des solutions de monétique qu'on n'a clairement pas sur Apple Pay ou sur PayPal et qui sont quand même un plus dans le quotidien. Okay. Super clair, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous voulez ajouter sur les solutions de paiement, sur ce mix paiement, qui est quand même un sujet assez complexe. Alors, peut-être pas directement sur le mix paiement, mais c'est plutôt pour vraiment profiter du retour d'expérience de Lisa. On le sait, en fait, sur les promesses qui sont faites avant de passer en mode projet et après la réalité des choses quand on est vraiment en mode déploiement, rollout des solutions, etc. Il peut y avoir quelques écueils et quelques gaps. Et du coup, toi, Lisa, fort de l'expérience que tu as acquis sur le déploiement d'AIPF, en bref, de tous les moyens de paiement qu'on vient de citer, si tu avais un feedback, un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour leur permettre de gagner un peu de temps et d'éviter peut-être des itérations qui vous ont fait soit perdre du temps, soit… Enfin bref, si tu avais un ou des conseils à donner à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Le premier conseil, il concerne l'omnicanal. C'est-à-dire que moi, au début de mon appel d'offres, j'avais dans le pipe, que ce soit côté BNPL d'ailleurs, que ce soit côté monétique, j'avais dans le pipe Stripe, checkout.com, enfin des solutions de paiement qui ne font pas de retail. Donc ça déjà, ça va grandement simplifier un appel d'offres. Si aujourd'hui, c'est à toi de faire ton analyse, si tu ne fais que du digital, tu sais, tu as la totalité de l'offre, ok, mais si tu as aussi du retail, dans ton analyse, il faut quand même tenir compte de ça et ça va faire un sacré tri dans les prestats. Parce que aujourd'hui, en tout cas dans le monde dans lequel on évolue, je ne vois pas la pertinence qu'on peut avoir à avoir un outil de monétique magasin, un outil en digital et même chose sur le BNPL, ça me paraîtrait complètement délirant d'avoir ça et puis en même temps, on perdrait en efficacité à 200%. Donc, le premier conseil, pour moi, il est clairement omnicanal. Tu fais ton analyse, même si tu as 2 magasins, il n'y a pas besoin d'en avoir 100 pour faire cette analyse, mais à partir du moment où tu as 2 magasins, allez hop, tu intègres une solution qui est une solution omnicanal. Donc ça, c'est le premier conseil. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme écueil à gérer? C'est plus en fait je pense que vraiment, le sujet, c'est un sujet de vision. C'est qu'il ne faut vraiment pas considérer ces outils comme juste comme des outils. En fait, concrètement, c'est beaucoup plus que ça. Donc, pour moi, je pense que si mes équipes avaient intégré les solutions toutes seules, peut-être qu'elles n'auraient pas eu autant le besoin de tirer des conséquences des analyses. Donc, pour moi, le démarrage est hyper important. Il ne faut pas juste dépluguer ce que tu avais, repluguer une nouvelle chose et se dire maintenant ça va marcher, puis je vais avoir des taux d'autorisation qui vont augmenter, des taux de conversion qui vont augmenter, etc. Ce n'est pas ça. Clairement, il y aura un peu de ça quand même, mais en tout cas, c'est pas que de la magie. Ce qui va se passer, c'est que c'est à nous aussi en tant que marque de se poser et même sur cette analyse pour se dire ok, alors voilà les chiffres, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie et donc qu'est-ce qu'on fait derrière. Et c'est là que tu vas vraiment utiliser le plein potentiel de ces solutions.
Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que très souvent, il y a beaucoup d'enseignes aussi qui pensent que c'est juste changer d'outil, comme tu dis, avec une vision très solution. On débranche, on rebranche. Et en fait, c'est vrai que cette notion servicielle, d'expertise aussi, qui accompagne la partie technologique, parce qu'on fait des métiers tous technologiques, bah, elle va avoir une vraie valeur et c'est hyper intéressant, toi, en tant que marque, que tu la cernes, cette valeur-là, et que tu viennes aussi cautionner ce discours que nous, on porte depuis très longtemps sur le fait que c'est pas juste une technologie, c'est aussi des experts au service de ces technologies dans le but à la fin d'améliorer la performance des marchands. Complètement. Moi, de toute façon, nous, on l'observe. La personne qui gérait notre compte, elle s'appelle Lisa, donc je retire son nom, mais c'est comme moi. Clairement, la première business review, tu reviens, tu as une liste comme ça de choses à mettre en place et c'est génial. En fait, là, tu te dis, c'est pas du technique. C'est vraiment le technique au service du business. Et donc là, tu te dis, bon, bah voilà, là, j'ai des options, j'ai des choix. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais pas là? Et puis, en fonction des choix que je vais mettre en place, je vais avoir des résultats que je vais pouvoir analyser. Et ça, je trouve que c'est vraiment le vrai plus. Parce qu'on a tous envie. Et puis même, je trouve que un sujet qui peut paraître pas sexy, désolé messieurs, vous voyez, On a fait des efforts. Ouais. Non, mais globalement, c'est pas forcément le sujet le plus sexy qui soit de parler de moyens de paiement. Et bien en fait, ça le devient. Vous voyez, à partir du moment où tu es capable de sortir des éléments concrets, de faire ces analyses-là et que tu rentres vraiment dans le pourquoi du comportement client, etc., bah, ça devient hyper sexy. Et même le marketing a envie de mettre son nez dedans. Mais parce que tu l'as dit aussi pendant toute ton intervention, c'est que pendant très longtemps, les enseignes l'ont considéré comme un poste de coût. C'était la dernière étape du funnel, c'était juste un coût, considéré vraiment en bas de ligne au bilan, et finalement pas comme un levier finalement d'expérience utilisateur, de génération de business. Et ce que je retiens là, de tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est que là, aujourd'hui, on est tous des experts du digital, on constate aussi les tendances qui sont en train de se passer sur le marché depuis quelques mois et quelques années maintenant post-Covid, où ça a été un accélérateur formidable, où je pense aussi on a gagné beaucoup d'années dans la capacité à comprendre et à appréhender le fait qu'il fallait travailler ce sujet-là. Là, on vit avec vous, enseigne finalement des périodes où c'est un peu plus difficile de faire du business, de maintenir les taux de croissance que vous avez connus ces dernières années. Et en fait, moi, on parle avec beaucoup d'enseignes, il y a un retour au basique, c'est-à-dire l'augmentation du panier moyen, créer plus de valeur sur un client qui rentre, augmentation, beaucoup de sensibilité autour de la conversion, parce que finalement, ça nous coûte de plus en plus cher d'acquérir de nouveaux clients, donc il faut absolument qu'on ait justement les meilleurs taux de conversion possibles, et le taux de repeat buying. Finalement, c'est les trois gros enjeux qu'on rencontre beaucoup chez les enseignes. Et ce qui est hyper intéressant dans ce que tu as dit aujourd'hui, c'est qu'en fait, le paiement, les solutions de paiement, quelles qu'elles soient là autour de la table, elles vont contribuer à finalement résoudre et améliorer, optimiser ces trois KPI hyper importants, repeat buying, conversion et augmentation du panier moyen. Complètement. Et c'est amusant, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est assez frappant à quel point le lien est fait entre l'expérience client et le mode de paiement. C'est-à-dire que très souvent, dès qu'il y a, et ça peut arriver, une anomalie sur un paiement, la consommatrice ou le consommateur va appeler l'enseigne directement parce qu'en fait, c'est vraiment dans on va dire la perception vraiment finale, quelque chose qui est géré par le client. Et on te rejoint évidemment complètement sur le fait que l'expérience client du paiement doit être aussi un moment sexy, un moment d'identité de marque, dans lequel le parcours doit être extrêmement fluide. Les taux d'acceptation les plus élevés possibles, parce que derrière, il y a aussi forcément des enjeux de business à gérer. Donc, effectivement, on est très heureux de le dire aussi. Oui, mais complètement. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que le paiement, il est effectivement lié à la marque. En fait, effectivement, les gens la personne, quand elle achète sur le papier, j'ai envie de dire qu'elle ne connaît presque pas vos enseignes. Voilà. Et par contre, vous voyez, sur la livraison, c'est pas pareil. En fait, la personne qui commande, elle connaît Colissimo, elle connaît Mondial Relais, elle est capable de les appeler directement pour dire mon colis est perdu. Alors que clairement, elle va pas aller chercher ni IP ni Alma pour se dire il y a un problème. Elle va se dire c'est la marque qui m'a pas proposé le truc qu'il faut. Et donc raison de plus pour être vraiment bon là-dessus, parce qu'en fait, c'est complètement inclus dans la notion de marque en fait. Bien sûr. Et en fait, on le voit bien, on a certains marchands qui ont des volumes relativement importants qui pilotent même le nombre de tickets support liés aux activités paiement. Et en fait, ils se voient bien quand ils branchent des solutions comme iPay, comme Alma,
qu'il y a une diminution en fait, de ces tickets-là parce que l'expérience est fluide, parce que ça fonctionne bien. Et du coup, c'est une ligne de coût qui est diminuée aussi chez eux. Donc, c'est un indicateur qu'on regarde peu souvent. Ah Et oui. dès qu'on creuse aussi un peu, on trouve des collatéraux qui sont assez intéressants aussi. Ouais, c'est intéressant. termes Typiquement, d'impact moi, je business, le ouais. monitore sur la livraison parce que j'ai des problèmes. Je le monitore moins sur le paiement parce que j'en ai moins. Mais clairement, Ouais. mais c'est vrai que c'est très important. Très souvent, voilà, ça vient de là. Hein. Mhm. C'est clairement le SAV qui va t'apporter pas mal de choses que tu dois optimiser et en urgence. Il nous reste Évidemment. quelques minutes pour répondre aux différentes questions qu'on a reçues pendant la présentation. Alors, je vais essayer de les reprendre. Il y avait une question autour de la fraude et quel était le coût de cette fraude historiquement versus maintenant avec la mise en place de ces solutions. Alors, le sujet de la fraude, c'est un sujet un peu compliqué. Je vais essayer d'aller vite, mais il est très complexe. Donc, je ne vais pas vous donner de montant de ce que ça coûtait avant, parce que le problème, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la tentative de fraude et la fraude avérée. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu mets de moyens pour éviter la fraude, plus la tentative de fraude va diminuer. Et la tentative de fraude, elle est très néfaste. Pourquoi ? Même si la fraude en soi n'a pas parvenu à son résultat, on va dire, financier, donc même s'il n'y a pas de perte financière par rapport à ça, comme il y a beaucoup de tentatives de fraude, toi, tu mets en place des choses et donc tu fermes les portes et les fenêtres. Et donc, quand tu fermes les portes et les fenêtres, il n'y a plus personne qui rentre. Et donc, le sujet, il est que parfois, tu as des clientes honnêtes qu'on va soupçonner, entre guillemets, parce qu'il y a tellement de fraude en parallèle que tu vas préférer dire, bon, bah, moi, je considère que, à partir du moment où il y a ci ou il y a ça, c'est de la fraude. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de travailler à la fois sur la fraude réelle pour la faire diminuer, mais aussi sur le sujet de ces tentatives de fraude. Et donc, chez nous, en tout cas au niveau des paiements, parce qu'il y a vraiment aussi deux sujets distincts que sont la fraude logistique, la fraude à la livraison et la fraude au paiement. Mais en tout cas, sur la partie fraude au paiement, le fait d'avoir mis en place tout ce qu'on a mis, on n'en a quasiment plus. Et donc là, c'est aussi hyper intéressant parce que forcément, il n'y a plus de fraude, il n'y a plus de tentative de fraude. C'est-à-dire que les gens te laissent un petit peu tranquille et puis ils vont aller chercher des vendeurs qui ont peut-être un peu moins mis en place de choses pour aller concrètement les targeter. Et donc voilà. Et donc là, c'est que sur le long terme aussi, hein, parce qu'il faut être patient. Ce n'est pas des choses qui changent du jour au lendemain. Mais en tout cas, au niveau de la tentative de fraude, tu observes une vraie diminution. Et donc, tu peux retrouver une relation normale avec tes clients sans toujours soupçonner qu'ils sont malhonnêtes. C'est hyper important, effectivement, dans l'expérience utilisateur. J'ai une question aussi plus accès BNPL, sur le taux d'acceptation, parce qu'on sait que c'est une métrique qui est importante sur les solutions de paiement fractionné. Oui. Est-ce que ce taux d'acceptation avec Alma, il est à quel niveau ? Il est bien supérieur à 80. Il est à 95, quelque chose sur Alma. Donc oui, on est très satisfait du taux d'acceptation. On est plus que très satisfait. Sincèrement, il y a quand même très peu de clientes qui ne sont pas acceptées. Voilà. Après, je ne suis pas forcément très représentatif au sens que je m'adresse qu'à des femmes, plutôt CSP+, etc. Donc, je suis consciente aussi que par rapport au marché, je dois être peut-être un petit peu au-dessus dans ma typologie de clientèle. Mais en tout cas, on est plutôt content et plutôt satisfait des taux d'autorisation d'acceptation qu'on arrive à avoir aujourd'hui. J'ai deux autres questions sur l'implémentation du BNPL chez Jonac. Alors, premièrement, est-ce que les frais sont reportés sur les clients ou c'est la marque qui les porte ? Donc, c'est la marque qui les porte. Donc, ça, même chose, c'était un choix. C'est pour ça que je disais que ça coûte plus cher, hein, clairement. Donc, même chose, hein, toujours dans un souci d'expérience client, c'est quand même mieux de pouvoir dire qu'on vous offre les frais et puis de même pas, en fait, de même pas les faire figurer. Après, il y a toujours deux façons de voir les choses. C'est-à-dire que le fait de les offrir aussi de cette manière, ça fait que les clients considèrent que c'est normal. C'est ce qui s'est passé sur la livraison. Et donc, aujourd'hui, par exemple, les clients ne perçoivent pas quel est le coût d'une livraison, quel est le coût d'un retour. Parce que tout le monde a tout le temps tout offert. Et donc, aujourd'hui, personne n'a conscience que quand tu renvoies une paire de chaussures, ça coûte accessoirement 10 € à la marque. Donc, voilà. Donc, il y a toujours ce sujet qui est un petit peu difficile, c'est-à-dire, est-ce que je l'offre parce que j'estime qu'en termes d'expérience client, c'est 1000 fois mieux, mais d'un autre côté, l'offrir, c'est aussi ne pas le valoriser.
Et donc, faire en sorte que les clients se disent « Ah, bon, bah, très bien, c'est gratuit, entre guillemets. » et c'est, voilà. Donc, pour le moment, en tout cas, on a décidé de l'offrir. Mais on a quand même dans le fond de la tête l'envie de le faire afficher. Vous voyez ? En fait, c'est un cadeau qu'on fait. C'est pas gratuit. C'est comme la livraison. Vous voyez, il ne faut pas faire afficher livraison gratuite. La livraison n'est pas gratuite. C'est pas un cadeau. C'est clairement, non, elle est offerte. C'est pas la même chose. Et donc, je pense que c'est un peu la même chose sur le BNPL. À nous de dire, bah voilà, on vous offre le paiement 3 fois sans frais, mais il n'est pas gratuit. Voilà. J'ai une question aussi sur aujourd'hui, vous offrez du 2 fois, du 3 fois. Est-ce qu'il y a une ambition d'aller, alors quelqu'un me demande pour le 12 fois? Alors, donc la même chose, pour nous, non, clairement pas. Simplement, on s'est adapté à notre panier moyen, on s'est adapté à notre typologie de clientèle. On n'avait pas envie de descendre en dessous. Et puis, de toute façon, voilà, c'était en termes de stratégie de marque, en termes d'image de marque et en termes de typologie de clientèle qu'on veut cibler, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de correct. Voilà, sur mes prix moyens, quand on est à 50 € par mois, on estime que c'est quelque chose de correct. Donc là, pour le coup, la marque n'a pas vocation à vouloir ouvrir plus, de paiement 4 fois sans frais ou plus. Alors, j'ai une question. À quel moment peut-on démarrer avec une solution de paiement fractionné? À quel moment on fait cette étape de passer des solutions de paiement classiques à offrir cette typologie de paiement? À quel moment? Alors moi, Alma, ils m'ont dragué pendant au moins 2 ans avant que je finisse par signer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets. Il faut commencer par l'analyse de tes paiements pour voir en fait où est-ce qu'il y a potentiellement des choses à aller chercher, l'analyse de ta typologie de clientèle, et c'est de là que ça doit venir. Il n'y a pas un bon moment. En toute sincérité, il y a 5 ans, je vous aurais dit c'est pas encore dans les réflexes des gens. C'est d'ailleurs ce que je répondais à Alma au démarrage. Je disais, moi, j'attends que vous veniez avec 5 belles marques et puis quand vous me montrez 5 belles marques, je signerai. À l'époque, c'était un peu ça et je me rappelle que le commercial de l'époque était venu, mais on a signé Jacquemus, on a signé je sais plus quoi et voilà. Et donc, c'était effectivement ce qui m'avait convaincu de le faire. Mais en toute sincérité, aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. C'est rentré dans les réflexes. Donc, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est aujourd'hui. De toute façon, ça ne pourra que vous apporter un nouveau vivier de clientèle et sur votre vivier de clientèle actuel, une expérience client meilleure. Donc, J'ai une question de Yanis qui demande en quoi Alma est une solution omnicanal avec les boutiques physiques. On y a déjà répondu plus ou moins. Oui, en fait, la solution de paiement fractionné, elle est disponible à la fois sur le site et à la fois en caisse dans les magasins. Donc, en fait, la personne qui a envie de payer en 3 fois sans frais quand elle arrive à la caisse, elle peut. Voilà, tout est sur la même plateforme avec le listing de tes magasins. Tu l'actives dans les magasins que tu veux, etc. Ça fonctionne sur le TPE de la même manière, à partir de ta carte bleue. Et nous, on réconcilie tout au même endroit. Et la dernière question que j'ai aujourd'hui, c'est comment relancez-vous les paiements expirés avec Alma? Une question un peu technique. Alors là, je ne sais même pas si je vais pouvoir y répondre. Je pense que c'est vous qui allez répondre. Je peux peut-être prendre le point très rapidement. Du coup, en fait, nous, chez Alma, tout le service client est internalisé. On a des bureaux qui sont dans le nord de la France, à Lille, pour être tout à fait précis. Par conséquent, nos clients peuvent déjà, premièrement, accéder librement à leur échelonnement de paiement pour pouvoir les modifier, pour pouvoir modifier la carte bleue qui sera utilisée pour les prélèvements. Donc, il y a une première partie qui est l'autonomisation des clients. Et enfin, lorsqu'une carte bleue expire, ça arrive, heureusement, comme tu l'as dit, la plupart des comportements sont des gens honnêtes. Et quand il y a un défaut de paiement, on prend contact avec le client directement et on attache une expérience très, très importante à la qualité des échanges, au bon accompagnement, en tout cas, des utilisateurs d'Alma dans ces moments-là. C'est pareil, hein, on peut le voir sur les avis que nous laissent nos clients. On est pas mal remerciés, en tout cas, pour la qualité de ces interventions-là. Super. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais vous remercier beaucoup pour votre temps. Nous avons montré que le paiement, c'est une solution héroïste, que ça pouvait être sexy, que ça demandait quand même une forte cohésion entre les équipes finance et les équipes marketing, parce que c'est un sujet qui concerne toute l'entreprise. L'impact que toutes ces solutions ont pu avoir sur la diminution du coût de la fraude. Et on parlait du coût de la fraude qui est de plusieurs formes.
On parlait aussi de l'importance de gagner de nouveaux clients, d'adapter les solutions de paiement par rapport à la typologie de clients qu'on veut aller conquérir, de toujours penser omnicanal, expérience client, et que ce tunnel finalement de paiement faisait partie de l'identité de la marque, de l'expérience de la marque, et c'était important de le personnaliser et d'en avoir la plus grande maîtrise. Voilà, donc merci énormément Lisa, merci Jérémy, merci Fabien pour votre temps. Merci Lisa. Merci beaucoup. Et merci Merci Lisa. à vous. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir.